Les escaliers de marbre de Carrare du domaine de Montaigne semblaient interminables sous les pas lasses d'Émilie Dubois. Chaque marche résonnait comme un présage dans le silence oppressant de cette demeure qui s'apparentait davantage à un mausolée de luxe. La petite valise qu'elle portait contenait tout ce qu'elle possédait de précieux. Son diplôme d'infirmière puéricultrice encadré, quelques ouvrages de médecine, des vêtements modestes et une photographie jaunie de Simon, son jeune frère, décédé à l'âge de 8 ans des suites d'une négligence médicale dans un hôpital public de province. « Vous devez être la nouvelle infirmière, madame », déclara Antoine Mercier, le majordome, d'une voix dénuée de toute chaleur humaine. Son costume impeccable et sa posture militaire le transformaient en une statue animée par les protocoles. « Suivez-moi, je vous prie. Des règles doivent être établies sans délai. » L'homme la conduisit le long de couloirs où des portraits de famille observèrent de leurs yeux éteints, traversant des salons qui exhalaient des effluves de désinfectants et d'abandon. La demeure respirait l'opulence, mais exhalait la tristesse. Chaque meuble, chaque détail semblait calculé pour impressionner, mais rien là ne suggérait la vie ni la joie. « Le jeune Léo a des conditions très spécifiques », commença Antoine, tandis qu'il cheminait. « Un repos absolu est impératif. Aucune visite extérieure. Nulles promenades au jardin. Les médicaments doivent être administrés rigoureusement aux heures prescrites. Tout écart pourrait être fatal. »« Fatal » demanda Émilie, sa voix professionnelle masquant son inquiétude. Quel est exactement le diagnostic de l'enfant? Antoine s'arrêta devant une porte ornée d'autocollants de super-héros défraîchis, le seul signe d'enfance dans toute cette aile de la demeure. Cardiopathie complexe et immunodéficience primaire. Le docteur Cédric Duval expliquera les détails médicaux. Il est l'autorité absolue en la matière. Quand la porte s'ouvrit, Émilie sentit son cœur se serrer. Au centre d'une chambre qui aurait pu abriter une famille entière, un lit d'hôpital engloutissait un garçon de 4 ans. Léo était pâle comme un linge, maigre comme si la vie même était aspirée de lui goutte après goutte. Ses yeux verts, trop grands pour son menu visage, la jaugèrent avec la méfiance de celui qui a vu beaucoup de monde partir. « Bonjour Léo », dit-elle doucement, s'approchant lentement. « Je m'appelle Émilie. Je suis venue prendre soin de toi. » Le garçon ne répondit pas. Il se contenta de l'observer tandis qu'elle posait sa valise dans un coin et s'approchait du lit. L'étagère attenante ressemblait davantage à une pharmacie. Antibiotiques à large spectre, corticoïdes, immunosuppresseurs, sédatifs, vitamines, suppléments. Une combinaison qui fit Émilie froncer les sourcils. C'était une médication excessive, trop complexe, trop contradictoire. « Tu aimes les histoires ?» demanda-t-elle, s'asseyant sur le bord du lit. Léo acquiesça timidement. La dernière femme qui s'occupait de moi ne parlait pas. Elle ne portait que masque et gants. Eh bien, moi, j'aime converser. Et écouter aussi. Qu'est-ce que tu aimes faire? Rien, répondit l'enfant avec une résignation qui brisa le cœur d'Émilie. Je ne peux rien faire. Papa dit que je suis trop malade. Je dois rester au lit pour ne pas mourir comme maman. Les mots du jeune Léo restèrent suspendus dans l'air, comme une sentence irrémédiable. Émilie déglutit difficilement, le souvenir de Simon, son frère, ressurgissant. Les médecins avaient eux aussi affirmé qu'il était trop fragile pour jouer et pour vivre, jusqu'à ce qu'un jour il cesse tout simplement de lutter. Les premiers jours furent dédiés à une observation méticuleuse. Émilie notait chaque détail. La somnolence excessive de Léo après les médications, la pâleur qui s'accentuait particulièrement après le sommeil, l'apathie qui le dominait chaque matin, une dissonance. Les symptômes ne correspondaient pas au diagnostic établi. C'était comme si l'enfant était maintenu dans la maladie, non soigné. Lorsque le docteur Cédric Duval fit enfin son apparition, Émilie saisit instantanément l'homme qu'il était. Une blouse aussi amidonnée que son arrogance, une prestance aristocratique, des mains manucurées qui n'avaient manifestement jamais connu l'âpreté du labeur. Il pénétra la chambre tel un souverain dans son royaume. « Vous devez être la nouvelle infirmière », dit-il, le ton condescendant suintant de chaque syllabe. « J'espère que l'on vous a briefé sur les protocoles. C'est un cas d'une extrême délicatesse. »« Oui, docteur. Mais je souhaiterais consulter les examens récents, les comptes rendus, afin de mieux les appréhender. »« Cela n'est point nécessaire, » la coupa-t-il brusquement. « Vous n'êtes pas ici pour questionner, mais pour suivre des ordres. Je m'occupe de cette famille depuis des années. Je connais chaque détail de la condition de Léo. Avec tout le respect que je vous dois, docteur, mais en tant qu'infirmière puéricultrice spécialisée, il m'est indispensable de comprendre le tableau clinique complet afin de...
Madame Dubois, dit-il, la façon dont il prononça Madame étant une gifle verbale. Savez-vous à qui vous vous adressez? Je suis le docteur Cédric Duval. Mon nom orne des services hospitaliers. Des gens de votre espèce devraient s'estimer honorés de travailler sous ma guidance. Émilie sentit le sang lui monter au visage, mais elle conserva sa contenance. Des années passées en service de réanimation pédiatrique lui avaient appris à gérer les médecins arrogants. Bien sûr, docteur, je désire simplement garantir les meilleurs soins possibles pour Léo. Le meilleur soin est de suivre mes instructions à la lettre, répondit-il en se retournant pour partir. Et la prochaine fois, portez un masque. Nous ne voudrions pas contaminer l'enfant avec ce que vous pourriez transporter. L'insulte voilée demeura en suspens dans l'atmosphère. Émilie serra les poings, mais se tourna vers Léo, qui observait la scène, les yeux emplis d'effroi. « Il a toujours été ainsi ?» demanda-t-elle avec douceur. « Il dit qu'il sait ce qui est le mieux pour moi, » répondit Léo. « Que sans lui, je serais déjà mort. » 3 semaines s'étaient écoulées lorsqu'Émilie décida qu'il fallait agir. Le quotidien de la demeure était étouffant. Henri de Montaigne apparaissait dans la chambre de son fils tel un spectre, l'observait quelques minutes avec des yeux empreints de culpabilité et de douleur, puis disparaissait dans son bureau ou lors de voyages d'affaires. C'était comme s'il ne supportait pas de voir son fils, comme si chaque regard était un rappel de l'épouse décédée en couche. Ce fut un jeudi matin que tout bascula. Léo avait eu une nuit particulièrement agitée, fiévreux, transpirant à froid, murmurant des cauchemars. Émilie remarqua que les oreillers dégageaient une odeur singulière, chimique, presque médicinale. Elle décida de les laver, malgré les protestations d'Antoine. « Ce n'est point nécessaire, madame », insista le majordome. « Ces oreillers sont orthopédiques, spécialement importés de Suisse par le docteur Duval. Des oreillers souillés ne sauraient apaiser un enfant malade, » répliqua Émilie avec fermeté. « Je vais simplement changer les taix. » Mais lorsqu'elle ouvrit la première taie, ses doigts découvrirent une anomalie. De petits sachets de tissu fin, dissimulés dans le rembourrage. Elle les retira avec précaution, humant la poudre blanche qui s'en échappait. Ses années d'expérience en pharmacologie hospitalière sonnèrent l'alarme. Sédatif. Un sédatif en poudre continuellement inhalé par l'enfant durant son sommeil. Les mains d'Émilie tremblèrent de fureur. C'était donc cela. C'était la raison pour laquelle Léo s'éveillait toujours plus mal, plus apathique. Il était drogué, maintenu dans une sédation constante, simulant la maladie. Elle retira tous les sachets, en garda quelques-uns comme preuve, et refit le lit avec des oreillers ordinaires. Cette nuit-là, pour la première fois en des mois, selon les registres qu'elle avait consultés, Léo dormit naturellement. Le lendemain matin, le miracle s'opéra. Le garçon s'éveilla avant le soleil, s'assit seul sur son lit et, avec des yeux brillants qu'Émilie n'avait jamais vus, demanda « Puis-je jouer aujourd'hui ?» « Bien sûr que oui, mon amour, » répondit-elle, luttant pour retenir ses larmes. Ils passèrent la matinée à même le sol de la chambre, assemblant des puzzles, dessinant, riant. Léo semblait un enfant complètement différent, alerte, joyeux, vivant. Ce fut ainsi qu'Henri les découvrit en revenant inopinément de son travail. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, la panique dans la voix. « Pourquoi est-il hors de son lit? Il va faire une crise. » « Tiens, monsieur de Montaigne, » commença Émilie calmement. « Léo va bien. Il est simplement un enfant normal. » « Normal ? Il souffre d'une cardiopathie grave et d'une immunodéficience. Le docteur Duval a dit... »« Le docteur Duval se trompe, » déclara Émilie. Et les mots tombèrent comme des bombes dans la pièce. Ou pire, il sait exactement ce qu'il fait. Avant qu'Henri ne pût répliquer, la porte s'ouvrit brusquement. Le docteur Duval entra comme une tempête, le visage écarlate de fureur. « J'ai été informé de changements non autorisés dans le traitement, » dit-il, ignorant délibérément Émilie et s'adressant à Henri. « C'est inadmissible. L'enfant doit retourner au repos immédiatement. »« Docteur, le garçon va bien, » insista Émilie. « Il est mieux qu'il ne l'a été depuis des semaines. »« Vous » le docteur Duval se tourna vers elle, le mépris débordant. « Avez complètement outrepassé vos attributions. Savez-vous quelle est votre place? C'est de suivre les ordres, pas de jouer au médecin. Des gens de votre espèce n'ont pas la capacité de comprendre la complexité de ce cas. »« Des gens de mon espèce ?» répéta Émilie, sa voix dangereusement calme. « Intéressante tournure, docteur. Surtout venant de quelqu'un qui cache des sédatifs dans les oreillers d'un enfant. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Le docteur Duval pâlit, puis devint violet de rage. « Comment osez-vous porter une telle accusation? Savez-vous à qui vous vous adressez?
Je peux détruire votre carrière d'un simple coup de fil. Faites-le, répondit Émilie, sortant de sa poche les sachets qu'elle avait conservés. Mais avant, peut-être Monsieur de Montaigne voudra-t-il savoir ce que j'ai trouvé dans les oreillers orthopédiques spéciaux de son fils. Henri prit les sachets de ses mains tremblantes. Qu'est-ce que c'est? Du sédatif en poudre, expliqua Émilie. Votre fils a été systématiquement drogué. C'est pourquoi il se réveille toujours plus mal. C'est pourquoi il semble si malade. C'est absurde, cria le docteur Duval. Henri, allez-vous croire cette petite employée ignorante plutôt que moi? J'ai sauvé la vie de votre fils. Vous l'avez presque détruite, répliqua Émilie. Monsieur de Montaigne, nous devons emmener Léo pour une évaluation indépendante, aujourd'hui. Maintenant. Henri regarda son fils qui observait tout avec des yeux effrayés, agrippé à la main d'Émilie. Pour la première fois depuis des mois, il y avait de la couleur sur ses joues. « Allons-y », dit-il simplement. « Henri, ne soyez pas ridicule. » Le docteur Duval tenta de bloquer la porte. « Vous commettez une terrible erreur. L'enfant pourrait mourir. »« Écartez-vous, » dit Henri, et il y avait quelque chose de dangereux dans sa voix. Maintenant. La clinique du parc était l'antithèse de l'opulence froide du domaine de Montaigne. Des murs aux dessins enfantins, des infirmières souriantes, le son d'enfants jouant dans l'aile pédiatrique. Le docteur François Rousseau, ancien mentor d'Émilie durant sa résidence, les reçut personnellement. « Émilie m'a appelé hier », expliqua-t-il à Henri. « J'étais préoccupé par ce qu'elle a décrit. Nous allons procéder à une évaluation complète. Les examens durèrent toute la matinée. Électrocardiogramme, radiographie thoracique, analyse de sang complète, test toxicologique. Léo, libéré des sédatifs depuis 2 jours, coopéra avec tout, faisant même des blagues aux infirmières. Lorsque le docteur François Rousseau revint avec les résultats, son visage était grave. « Monsieur de Montaigne, je dois être direct. Votre fils est en parfaite santé. Son cœur est normal. Le système immunitaire fonctionne correctement. Mais nous avons trouvé des niveaux alarmants de sédatifs et d'autres drogues dans son sang. » Henri, accablé par les révélations du docteur Rousseau, confronte l'ampleur de la tromperie du docteur Duval, dont le faux diagnostic a exploité son deuil et sa culpabilité pendant 4 ans. La police, alertée, arrête le docteur Duval au domaine de Montaigne, révélant que sa licence médicale a été radiée il y a des années pour faute professionnelle grave, tandis que le majordome Antoine, rongé par le remords, l'empêche de fuir. Le procès fut expéditif, les preuves accablantes. 20 ans de réclusion sans perspective de liberté conditionnelle. Lorsque le verdict fut prononcé, Émilie était là, tenant la main de Léo, qui désormais courait et jouait avec l'insouciance propre à son âge. 6 mois plus tard, le domaine de Montaigne était méconnaissable. Des rires résonnaient dans les couloirs, des jouets parsemaient le jardin, la piscine retrouvait enfin sa vocation. Léo avait été inscrit à l'école, nouait des amitiés, s'initiait au piano, jouait au football. « Émilie » murmura Henri un soir, après que Léo se fut endormi, dans un lit ordinaire, sur des oreillers normaux, respirant naturellement. « Je ne sais comment vous remercier. Vous avez sauvé mon fils. Vous nous avez sauvés tous les deux. »« Je n'ai fait que mon devoir, » répondit-elle, mais une lueur plus profonde animait son regard. « Non, » rétorqua-t-il, lui prenant la main. « Vous avez accompli bien davantage. Vous avez percé le voile des apparences, défié l'autorité, transcendé la peur. Vous avez lutté pour lui alors que j'étais trop aveuglé par la culpabilité pour percevoir la vérité. J'ai fait une promesse, » confessa Émilie, des larmes coulant enfin sur ses joues. « Lorsque mon frère Simon est mort parce que les médecins n'avaient pas écouté ma mère qui clamait que quelque chose n'allait pas, j'ai juré de ne plus jamais laisser un enfant souffrir de l'arrogance médicale. Jamais. Épousez-moi, » lança Henri subitement. Émilie rit, persuadée d'une plaisanterie, mais son regard trahissait une gravité inattendue. « Je sais que cela peut paraître déraisonnable. Je sais que nous appartenons à des univers distincts. Mais Léo vous aime. Je vous aime. Vous avez ramené la vie dans cette demeure. Les gens méditeront, dit-elle d'une voix douce. Ils diront que l'infirmière a profité de la situation, que j'ai manipulé. Qu'ils parlent, répliqua-t-il. Ils ignorent la vérité. Ils ne savent pas que vous avez risqué votre carrière, votre réputation, votre tout, pour sauver un enfant qui ne vous était rien. Épousez-moi, Émilie. Soyez la mère que Léo mérite. Soyez mon épouse. » Le mariage fut célébré en toute simplicité, dans le jardin du domaine, avec Léo pour enfant d'honneur.
L'enfant qui, jadis, parvenait à peine à quitter son lit, courut dans l'allée avec les alliances, un rire cristallin aux lèvres. Le docteur François Rousseau fut le témoin. Antoine, racheté et loyal, orchestra l'ensemble. Dans son discours, Henri déclara « Il y a 1 an, cette demeure n'était qu'un tombeau. Mon fils s'éteignait lentement, et je m'éteignais avec lui. » Puis Émilie est apparue. Elle ne s'est pas laissée intimider par les blouses blanches ou les titres pompeux. Elle a discerné la vérité, et s'est battue pour elle, s'est battue pour nous. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement un mariage, mais une résurrection, une famille renaissant des cendres du mensonge. Le docteur Cédric Duval, désormais simplement Cédric Leroy, son véritable nom, a pris le mariage depuis sa cellule. Les murs grisâtres étaient sa seule audience à présent. Plus d'oreillers truqués, plus de blouses blanches immaculées, plus de familles à manipuler. Seulement le poids de ses choix et la certitude qu'une petite infirmière sans envergure avait anéanti son empire de mensonges, et au domaine de Montaigne, tandis que Léo apprenait à sa nouvelle petite sœur à grimper à l'arbre du jardin. Oui, Émilie était enceinte. La vie reprenait son cours, comme elle aurait dû l'être, sans masque, sans sédatif, sans mensonge. Seulement l'amour, la vérité et le courage d'une femme refusant qu'un enfant soit victime de la cupidité masquée en soins. « Maman !» appela Léo du haut de l'arbre. « Regarde comme je monte haut maintenant. »« Fais attention, mon amour, » répondit Émilie, la main sur son ventre. « Laisse-le faire, » dit Henri en serrant son épouse dans ses bras. Il a été trop longtemps enfermé. « Qu'il vole !» Et tandis que le soleil se couchait sur Écully, peignant le ciel d'or, la famille, forgée par le courage de questionner, la force de résister et l'amour triomphant du mensonge, embrassait l'avenir presque dérobé. La vérité, après tout, trouve toujours son chemin. Parfois, elle n'exige qu'un être assez brave pour la chercher.